On me dit qu'on peut commencer. Les gens sont bien installés aussi à l'extérieur, dans le jardin. Très bien. Eh bien, bonsoir. Bienvenue, bienvenue à vous tous et à vous toutes. Merci infiniment d'être venus si nombreux. Nous commençons ce soir, la deuxième séquence de ce cycle de commémoration qui est organisé pour célébrer, pour commémorer la prise du pouvoir par les Khmers rouges, donc il y a 50 ans, ici même à Phnom Penh. Ce soir, nous avons l'immense honneur, privilège et plaisir d'avoir deux témoins exceptionnels en la personne de Roland Neveu, que je salue, et aussi de François Bizot. Donc François Bizot, qui est en France et qui donc est en visio, donc on le verra d'ici quelques instants. Voilà. Bonsoir Monsieur Bizot, toute la salle vous voit et vous salue chaleureusement. Euh, Bonsoir. donc, avant de démarrer cet échange, je vais céder à la figure imposée quand même des biographies, si vous me permettez. Je vais commencer par vous-même, Monsieur Bizot. Vous êtes, euh, vous êtes un anthropologue, vous êtes spécialiste du bouddhisme. Vous avez effectué, vous pouvez me corriger si je dis des âneries, vous avez effectué de nombreux séjours dès les années 60 en tant que chercheur à l'école française d'Extrême-Orient. En 1971, alors que vous étudiez les pratiques religieuses près d'Angkor, vous êtes capturé par les Khmers rouges en pleine guerre civile. Vous avez été détenu pendant 3 mois dans un camp de la jungle et interrogé par Kengek Eo, dit Dutch, futur directeur du centre de torture S21. Contre toute attente, vous êtes relâché, ce qui est un cas extrêmement rare. Et cette expérience va marquer profondément votre vie et va devenir aussi la base et la source de vos écrits. En avril 1975, lors de la prise de Phnom Penh par les Khmers rouges, vous êtes présent à l'ambassade de France où vous vous réfugiez. Vous assistez à la chute de la capitale cambodgienne et à l'effondrement du gouvernement de Lon Nol. Cet épisode tragique renforce votre lien avec le pays ainsi que votre engagement à témoigner. En 2000, vous publiez Le Portail, le récit de votre captivité, qui est salué par la critique pour sa lucidité et sa profondeur humaine. Vous poursuivez, Monsieur Bizot, votre réflexion, avec Le silence du bourreau en 2011, où vous analysez le rôle de Dutch et les mécanismes du mal. Vous assistez d'ailleurs à son procès à Phnom Penh dans le cadre des tribunaux extraordinaires. Vos autres ouvrages, Au fond de la forêt et La délivrance, approfondissent les thèmes du souvenir de la guerre, de la nature et du pardon. Votre œuvre mêle témoignages personnels, analyse historique et réflexion morale. Vous êtes, Monsieur Bizot, reconnu comme une voix unique sur le Cambodge et les Khmers rouges, alliant rigueur intellectuelle et introspection. Après ces quelques mots d'introduction, je souhaite maintenant passer à Roland Neveu. Donc, Roland Neveu, vous êtes né en 1950, vous êtes photojournaliste et vous êtes surtout reconnu pour avoir couvert de nombreux événements majeurs du XXe siècle et peut-être d'ailleurs du XXIe aussi. Vous êtes un des rares photographes occidentaux présents à Phnom Penh lors de sa chute en avril 1975, documentant ainsi l'arrivée des Khmers rouges. Cette couverture marquera le début de plusieurs décennies passées sur des lignes de front à travers le monde. Durant les années 80, vous travaillez pour de grands médias internationaux comme Time Magazine, couvrant notamment la guerre au Liban, l'invasion soviétique en Afghanistan, le conflit au Salvador ou encore la chute du régime de Ferdinand Marcos. En 1986, vous filmez les premières images de l'épidémie de sida en Ouganda et vous tournez des documentaires sur la rébellion Touareg au Mali et les réfugiés kurdes à la frontière irakienne en 1991. À la fin des années 80, vous entamez aussi une nouvelle carrière dans le cinéma comme photographe de plateau, collaborant avec des réalisateurs de renom tels qu'Oliver Stone, Brian De Palma ou Ridley Scott. Vous évoquiez hier vos souvenirs notamment avec Oliver Stone aux Philippines. Vous êtes installé à Bangkok depuis les années 90. Vous avez fondé notamment une petite maison d'édition qui est spécialisée sur le Laos, le Cambodge
et la Thaïlande. Et parmi ses ouvrages, je cite Cambodia Years of Turmoil, qui couvre plus de 35 ans d'histoire du pays, tandis qu'un autre ouvrage, The Fall of Phnom Penh, revient sur les jours sombres d'avril 1975. Vous êtes toujours extrêmement actif et vous continuez de photographier toute l'Asie du Sud-Est en mêlant les reportages, la photographie de voyage, mais aussi les illustrations et vous œuvrez encore aussi pour le cinéma. Voilà, j'en ai fini avec ces deux petites présentations très express, vous m'en excuserez. Je veux vous présenter aussi au public ce soir une personne qui a beaucoup compté dans l'organisation de ce cycle. C'est Grégoire Duplanilvel qui nous fait le plaisir de venir de Paris tout spécialement pour cette exposition qui a ouvert hier et pour aujourd'hui aussi modérer un peu le débat. Grégoire est le co-commissaire de l'exposition que vous pouvez voir en haut, en bas, dans la salle d'exposition. Il a fait ça avec Anne-Laure Poré, qui est aussi anthropologue et qui viendra probablement au cours de l'année présenter son travail et parler aussi du montage de cette exposition. Merci beaucoup à eux deux. Grégoire donc travaille depuis déjà quelques années puisqu'il est doctorant, il a commencé sa thèse, il travaille sur la protection en contexte de crise, notamment aussi sur l'histoire contemporaine et l'histoire diplomatique récente. Il est chercheur au CIRIS et donc nous fait l'honneur eh bien, de modérer ce débat ce soir avec nos deux grands témoins. Et sans transition, je vais donc démarrer, si vous me le permettez, cette soirée avec François Bizot et Roland Neveu. À toi de jouer, Grégoire. Merci beaucoup. Bonsoir. Tout d'abord, je tiens à réitérer les remerciements de Pierre vis-à-vis de Roland Neveu et de François Bizot. C'est un véritable honneur et un privilège de pouvoir échanger avec vous ce soir. Donc, ce que je propose, tout d'abord, c'est de vous permettre à tous les deux, messieurs Neveu et Bizot, de vous représenter par vos propres mots, puisque la première question que j'aimerais vous poser, donc monsieur Bizot tout d'abord, c'est de nous expliquer, de nous dire pourquoi vous êtes au Cambodge en 1975, qu'est-ce qui vous a mené là-bas, quel était votre lien au Cambodge, et si possible aussi, nous expliquer, avant le 17 avril, quels étaient vos liens, vos rapports avec les Khmers rouges. Donc Pierre a déjà un peu divulgaché puisqu'il a raconté ce qui vous est arrivé en 1971. Mais si vous pouviez un peu revenir sur cela, je pense que ça pourrait donner quelques éléments de contexte pour tout le monde. Oui, c'est à moi de parler? C'est à vous, Monsieur Bizot. Très bien. Ah ben, vous me demandez l'histoire de ma vie, alors. Parce que le Cambodge, ça a été un choix inattendu. Euh, j'ai eu une formation de géomètre. J'ai fait mon service militaire en Algérie. Après cela, je suis parti en Angleterre où je suis devenu potier. J'adorais la poterie. De là, je me suis retrouvé au Portugal ou dans les librairies françaises du Portugal, qui étaient nombreuses à l'époque, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui. J'ai trouvé un livre sur l'histoire des religions de Mircea Eliade avec une préface de Georges Dumézil. Cette préface m'a bouleversé et j'ai décidé de, d'orienter ma vie sur l'histoire des religions. Je ne savais pas très bien, mais j'avais déjà croisé dans mes lectures le bouddhisme, l'hindouisme, et je trouvais que c'était finalement ça que j'avais envie de faire. C'est difficile de savoir ce qu'on veut faire dans la vie, sauf quand on a eu tout de suite une passion d'emblée, ce n'était pas mon cas. Et donc, je suis rentré en France et je me suis inscrit à l'école pratique des hautes études au cours de Jean Filiosa, d'André Barrault. Et il s'est trouvé que Jean Filiosa était le directeur de l'école française d'Extrême-Orient à l'époque. Cela a fait un lien entre
Nancy, où j'étais revenu, chez ma mère, et le musée du fer de Nancy, qui était en relation avec la conservation d'Ancor. Bernard-Philippe Grolier envoyait quelques Bouddhas en bronze pour être restaurés au musée du fer de Nancy. Et c'est à travers ce biais que j'ai un jour écrit à Bernard-Philippe Grolier pour lui suggérer si c'était possible de m'employer d'une manière ou d'une autre. Et toujours dans le cadre aussi de mes cours, des cours que je suivais à l'école pratique des hautes études. J'ai reçu une réponse, j'ai rencontré Bernard-Philippe Grolier et finalement j'ai été engagé pour 4 ans à la conservation d'Ancor pour d'une part m'occuper de l'atelier des restaurations, euh, des céramiques. Euh, Probablement aussi j'avais un lien avec le potier que j'avais tenté d'être en Angleterre. Et puis d'autre part, pour prendre la succession de M. Turletti, qui était le géomètre de la conservation d'Ancor. Il fallait faire une trigonométrie et situer les temples extérieurs du site d'Ancor. Voilà. Et donc, je me suis retrouvé au Cambodge. Et en arrivant au Cambodge, j'ai su que c'était ma vie qui commençait. Ce pays est devenu le centre de mon existence. Je m'y suis marié, j'ai habité dans un village. J'ai eu une petite fille qui aujourd'hui est plutôt grandelette, elle doit avoir 56 ou 57 ans. Et puis, j'ai préparé, en accord avec Jean Filiosa, une thèse sur le bouddhisme cambodgien. Voilà. Merci beaucoup. Et ce que vous dites sur cet appel du Cambodge, d'une certaine manière, ça fait écho à quelque chose que Monsieur Neveu, vous avez, une formule que vous avez lancée hier, vous avez parlé du virus cambodgien. Alors ça me fait une transition parfaite pour vous poser la même question, Monsieur Neveu. En 1975, depuis combien de temps êtes-vous au Cambodge? Qu'est-ce que vous faites là-bas et quel est votre lien avec le Cambodge? Merci, Monsieur Bizot, d'avoir commencé la soirée parce que ça aide un petit peu. Mais je voudrais dire aussi que j'aurais aimé avoir rencontré Monsieur Bizot à l'époque. Ça aurait été extraordinaire. En fait, j'étais étudiant à Rennes en sociologie, c'est ça qu'on dit, oui. Voilà, à l'époque, la science sociale. Et en fait, je savais une chose, je voulais voyager. En fait, je voulais aller faire un métier et voyager. Et quelque part, j'avais devisé dans ma tête que peut-être être ethnographe ou quelque chose comme ça pouvait marcher dans la vie. Mais bon, je me suis rendu compte que sociaux, c'est beaucoup de maths en fait, hein. Et donc, je ne me suis pas tellement intéressé à la socio. Et puis, on était tout de même à une époque où il y avait pas mal d'activités politico-sociales et tout. Et très, très vite, en fait, je me suis mis à la photo en fait, en arrivant en faculté. Et pour me faire les dents, comme on pourrait dire, en fait, je suivais les manifs. Il y avait pas mal de manifs d'étudiants, il y avait pas mal de choses. C'est une époque aussi où en Bretagne, il y avait des événements. Par exemple, il y avait la fermeture des usines de la chaussure à Fougères. Je le rappelle, c'était vraiment, il y avait une révolution économique qui était en train de se passer à l'époque. Il y en a tout le temps, en fait, hein. Et donc, je suis allé dans les usines occupées par les ouvriers, et trucs comme ça. Il y avait pas mal aussi en Bretagne d'autres échos de problèmes sociaux comme ça. Et finalement, j'ai senti que c'était peut-être vers là que je devrais m'orienter. Donc, c'est en 73, en fait, où j'ai vraiment mis les pieds dans le plat du reportage. Je suis allé en Irlande du Nord. Je disais qu'il ne faut pas aller trop loin pour sentir un petit peu comment on réagit avec un sujet important. Donc, étant breton, l'Irlande du Nord, c'était tout de même quelque chose qui avait une vibration. Et oui, bon, donc Londonderry, les bombes, les militaires, etc., ça allait. Je n'avais pas de problème avec ça. Et c'était un environnement que je commençais à découvrir.
Et par la suite, je voulais amener quelque chose. En fait, j'avais un autre ami, copain, photographe. Quand on est jeune, on a toujours des copains qui veulent faire la même chose que vous, mais ça, c'est normal. Et quelque part, je me suis dit, en suivant les manifestations anti-américaines à Paris, et puis en regardant Paris Match, Life Magazine et les reportages de Don McCullin ou de Philip Zone Griffith ou d'autres, je dis, je- c'est peut-être ça que je veux faire, en fait, être photographe de guerre. Et donc, début 73, Cambodge, oui. Vietnam, c'était vraiment un gros morceau. Donc, c'est pas si simple que ça de se dire, OK, je vais aller couvrir le Vietnam, surtout que c'était déjà sur la fin, après les accords de Paris. Et je me suis dit, il y a tout de même quelque chose qui est extraordinaire. Il y a ce petit pays, un royaume, ou ancien royaume du Cambodge, qui avait l'air d'être absolument attirant, en fait. Donc, ça a commencé par un que sais-je, Cambodge. Et donc, j'ai lu un que sais-je. Et par la suite, j'ai trouvé un autre bouquin. Voilà, je vous le montre, parce que c'est Derrière le sourire khmer. Et en fait, ça a ouvert un petit peu mes sens, en fait. Et donc, je suis venu en 73, pendant la période d'été de l'université. Donc, en juin, j'ai pratiquement arrêté la fac. Et en 73, je suis venu et en fait, après 5 semaines, j'ai eu mon ordre de rentrer et d'aller à Pau faire mon service militaire. Donc voilà, je suis rentré, je suis allé faire mon service militaire. Et à la sortie, en fait, je me dis, bon voilà, il y a un endroit voilà, où j'ai attrapé, j'avais déjà bien cerné l'environnement autour de Phnom Penh. Et à l'époque, en 73, j'ai réussi à aller à Sihanoukville, et puis quelques autres villes. C'était assez compliqué. Mais voilà, je dis, pour démarrer une carrière, c'est de retourner au Cambodge et d'y aller pour voir la fin, en fait, parce que l'histoire était déjà bien avancée. Et de fait, je suis revenu au début mars 1975, et en fait, ça n'a pas traîné trop longtemps, parce que un mois et demi après, on est arrivé au bout d'une période, en fait. On va peut-être passer pour aller à la deuxième question. Merci beaucoup. C'était très intéressant de voir vos deux profils assez différents l'un de l'autre. Et pour continuer sur cette question sur l'avant prise de Phnom Penh, avant la chute de la capitale, est-ce que, Monsieur Bizot, vous pourriez, en quelques mots, enfin, cela dit, vous prenez tout votre temps, c'est absolument passionnant, nous expliquer quels étaient vos rapports, quels étaient vos liens avec les Khmers rouges, comment est-ce que vous les considéreriez, comment vous les considériez avant le 17 avril 75. Donc on sait que vous avez eu cette expérience en 1971, mais est-ce que vous-même, vous pourriez revenir là-dessus, s'il vous plaît? Oui, les Khmers rouges, à l'époque, c'était les Nord-Vietnamiens, c'était les Vietnamiens, les Nord-Vietnamiens. Le village où j'habitais, dans dans le parc d'Angkor, le village de Srasrang, toute cette région a été envahie par les Nord-Vietnamiens, euh, en gros 1970. Et les Khmers rouges, on n'en parlait pas beaucoup. C'était d'abord des Nord-Vietnamiens. Et tous les accrochages militaires nombreux qui s'en sont suivis ont eu lieu entre les gouvernementaux du maréchal Long Non et les Nord-Vietnamiens. Les Khmers rouges étaient dans l'ombre d'une certaine manière, et progressivement, ils tissaient leur présence dans les villages, en venant dans tel ou tel village, en demandant, en interrogeant les gens par petits groupes, et en demandant que des jeunes gens les suivent pour libérer le Cambodge des Américains et des valets de l'impérialisme américain.
Ça, c'est à mettre entre guillemets, c'était la façon de s'exprimer. Et ces Khmers rouges-là étaient des jeunes gens sincèrement, comment dirais-je, responsables de leurs idées, mais en même temps, c'était des paysans. Et il y avait derrière eux des doctrinaires qui, eux, avaient fait leurs études en France ou en tout cas à l'étranger et avaient une idée politique de la chose. Les Khmers rouges, au départ, on ne disait pas les Khmers rouges. C'était quelques personnes qui les représentaient dans les villages. Et généralement, euh, leur recrutement s'adressait presque toujours aux personnes mal incluses dans le village, aux marginaux, aux gens qui n'avaient pas une famille. Souvent, c'était le cas. Et ces personnes-là suivaient les Khmers rouges, étaient embauchées par les Khmers rouges. Mais bon, moi, je n'en avais jamais rencontré, sauf justement dans les années qui ont suivi 1970, il y a eu des jeunes gens, dont un avec qui travaillait avec moi, qui m'aidait à traduire des textes, parce qu'il avait une très belle écriture. Plutôt, il m'aidait à recopier des textes que je voulais engranger à propos de certaines particularités du bouddhisme cambodgien. Et donc, ce jeune homme que je connaissais, qui était plein de qualités, qui était un brave garçon, qui devait avoir 16 ans, 17 ans, euh, bah finalement, il a été embauché par les Khmers rouges, mais quasiment de force. Et pour compenser, son frère aîné est parti à la ville de Phnom Penh pour être recruté par les gouvernementaux. Ça permettait de faire une sorte d'équilibre entre, d'une part, perdre un fils qui ne rapportera plus rien, qui s'engage pour la révolution, enfin, il s'engage, qui est parti dans le cadre dans un cadre révolutionnaire, et d'autre part, son frère va être embauché par Long Nol qui payait relativement bien ses soldats. Donc, je dois vous dire qu'entre les Américains et les Khmers rouges, à l'époque, tout le monde culturel, les professeurs français comme cambodgiens, était pro-Khmer rouge, anti-américain. Et c'était difficile de savoir ce qui était le mieux. Euh, le, Après 1975, on a su ce qui était le pire, mais au départ, on ne pouvait pas vraiment savoir. Long Nol, les gens de Long Nol, c'était des Khmers, et les Khmers qui étaient soldats chez Long Nol, pour Long Nol, étaient d'excellents guerriers. Les Khmers, c'est des guerriers par excellence, c'est des pisteurs remarquables, c'est des gens qui savent s'organiser, qui ont l'intelligence du terrain. Et les Khmers rouges en face d'eux, c'était les mêmes, avec la même clairvoyance, les mêmes qualités. Donc, c'était une guerre fratricide, impossible. On pouvait pas être pour les Khmers rouges ou contre les Khmers rouges, ou pour les gouvernementaux ou contre les gouvernementaux. C'était impossible de savoir. Le drame, ça a été que finalement, euh, tout ça s'est traduit comme on le sait. Euh, Internationalement, les Khmers rouges, comme les Nord-Vietnamiens, derrière lesquels se trouvaient les Chinois et les Russes, ont gagné. Et le monde était anti-américain d'une certaine manière. Voilà, c'était ça les données du terrain. Et sur place, je peux vous dire que c'était difficile de savoir quel était le pire pour les Khmers, mais c'était quand même la destruction du Cambodge.
Merci beaucoup, Monsieur Bizot. Et donc, vous nous aviez expliqué que vous étiez dans un village, plutôt dans la campagne, à côté d'Angkor, tandis que vous, Monsieur Neveu, vous aviez plutôt une expérience des villes. Alors, vous, si on peut rebondir sur une question similaire, à Phnom Penh, en tant que jeune journaliste, photojournaliste d'ailleurs, quelle était votre expérience des Khmers rouges? Quelle était la vision que vous en aviez avant avril 75? Sombre. En fait, on savait très bien que le Cambodge à l'époque, c'était le pays où il y avait le plus grand nombre de gens des médias qui avaient disparu, qui avaient été tués. Et en fait, dès 70 et 71, il y a énormément de journalistes, de jeunes, des moins jeunes, en fait, qui pensaient pouvoir voyager beaucoup entre le Cambodge et le Vietnam sur la route 1, mais aussi d'autres endroits. Et dès qu'ils arrivaient dans des zones plus ou moins contrôlées par des Khmers rouges, ben voilà, ils étaient arrêtés, kidnappés, et puis dans certains cas, on a retrouvé les ossements, c'est tout. Mais vraiment un des conflits, vraiment des conflits modernes où le plus grand nombre de médias ont été disparus, hein, ont été disparus, comme je dis, parce qu'on ne savait pas trop s'ils étaient assassinés d'emblée ou en otage, etc. Et en fait, pour nous, bon, ce qui arrivait, c'était tout de même une question. Bon, c'est tout de même un pays vraiment très, très dangereux. Et juste pour ça, je voudrais dire, en fait, j'ai juste une petite expérience qui m'est arrivée en 73. Et j'avais loué une moto et j'étais parti sur la route numéro 1, un peu plus loin que. Et j'étais avec mon copain, hein, comme on dit, mon ami qui était photographe, et on était parti un peu après Coquille, vous connaissez bien. Et en fait, il y avait pas tellement de combats à l'époque, et en fait, on était en moto, hein, la Honda 50, très célèbre. Et je me rappelle, passer après Coquille, il y avait un checkpoint de gouvernementaux. On passe là. Et puis on demande comme ça, avec les trois mots de Khmer qu'on connaissait, si on pouvait y aller. Ah oui, évidemment, vous voulez aller pour les soldats cambodgiens, si vous voulez aller, allez-y, il y a pas de problème. Et en fait, moi j'étais derrière le passager. On fait, je sais pas, 50, 100 mètres, hein, et je me retourne et je les vois gesticuler derrière en disant non, 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 non. Et puis finalement, en fait, on s'arrête. Et après, on a appris qu'en fait, quelques kilomètres plus loin, il y a probablement des Khmers rouges qui sont dans la zone, parce que la zone, c'était le dernier checkpoint. Et en fait, c'est ce qui s'est passé pour beaucoup de journalistes et de photographes, surtout parmi les jeunes photographes. Donc, on partait sur une route, on pensait qu'il n'y avait aucun problème, et finalement, voilà, on se retrouve du mauvais côté de la vie, en fait. Et ça, bon, moi, je suis allé sur les lignes de front autour de Phnom Penh, évidemment, en 73 et après en 75. Hein. Les lignes de front, c'était la route numéro 5 avant Oudong, parce que Oudong, c'était déjà sous contrôle des Khmers rouges. Et aussi, après l'aéroport, en allant vers Kompongspeu, toute la zone de Samrong, c'était des endroits très, très chauds aussi le long du Bassac, du fleuve Bassac, en fait. J'ai passé pas mal de nuits dehors dans des postes avancés militaires. Mais la guerre n'était pas, ça tirait pas tous les jours, en fait. Mais on savait que ça pouvait être dangereux à n'importe quel instant. Donc, les Khmer Rouges, c'était vraiment une vision auquel je ne veux pas les voir. Parce que si je les vois, ça veut dire que je suis au bout je suis au bout du rouleau, en fait, hein. Et en fait, c'est le 17 avril 75, quand j'étais à la porte de l'ambassade et qu'on voyait les premiers Khmers rouges avancer sur le terre-plein qu'il y avait devant l'ambassade, c'était même posé quelques questions pendant un bout de temps. Est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on va faire les photos ou est-ce qu'on n'y va pas? C'est tout de même assez impressionnant. Vous avez la- Mais cela dit, il n'était même pour nous, en fait, ils n'étaient pas présentés comme les mauvais, hein. C'était le même problème. En fait, on était un petit peu baigné par une certaine. Euh, les Khmers rouges étaient leur portrait fait dans les médias occidentaux, c'est la révolution c'est bon,
il faut accepter la révolution, quelque chose de nouveau. Et bon, finalement, ici à Phnom Penh, il y avait tout de même pas mal de rumeurs de ce qui se passait dans les villages, les filtrations et tout. Mais tout ça, c'était renommé comme de la propagande de la CIA. Et donc, bon, voilà, il n'y avait pas, il y avait pas de possibilité, en fait, de savoir vraiment qu'est-ce qui se passait, quoi. Et donc, c'était, moi, les Khmer Rouge, je les ai vus que le 17 avril. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, sur la difficulté, ou plutôt les hésitations que vous avez pu avoir à prendre des photos des Khmers rouges ou pas, j'aimerais à présent vous faire réagir, vous, Monsieur Neveu, mais aussi vous, Monsieur Bizot, puisque Monsieur Bizot, en plus d'être un grand écrivain, a aussi été un photographe qui a publié des photos particulièrement intéressantes et même très belles. Et donc, j'ai sélectionné quelques photos de vous deux. Et j'aimerais bien qu'on puisse réagir sur celle-ci, puisque même malgré ces hésitations, vous êtes quand même allé les voir, vous avez quand même pris des photos des Khmer Rouges. Donc, si c'est possible, voilà, d'avoir la première. Donc, il s'agit ici d'une photo de Roland Neveu, qui va pouvoir vous la Mm. présenter, sans doute bien mieux que je ne pourrais le faire. Non, non, j'ai déjà tout raconté. Mais en fait, il y avait une autre photo. Vous n'avez pas mis cette photo d'avant, devant le portail de l'ambassade. C'était la troisième. On peut la mettre? Est-ce qu'on peut mettre la quatrième? Ouais. En fait, c'est juste parce que on est parti. Non, non, pas celle-là. L'autre. Les deux soldats, le soldat gouvernemental. Ah, d'accord, on l'a pas mis. Bon, c'est pas grave. On retourne à l'autre. Voilà. Non, parce qu'en fait, je voulais décrire, c'était une des premières photos quand on est sorti devant l'ambassade. Je peux raconter l'histoire, en fait. Elle est dans mon livre. Et la première rencontre, en fait, c'était un petit groupe qui s'était formé. Et il y avait un Khmer Rouge, c'était vraiment un mec qui avait passé plusieurs jours dans les tranchées, enfin, dans les tranchées ou dans les marais qu'il y avait autour du nord de Phnom Penh. Et il y avait à côté un soldat gouvernemental qui était beaucoup plus propre que tout ça. Et en fait, dans les quelques minutes du premier contact, il y a un Cambodgien qui était là qui a expliqué qu'en fait, ils venaient du même village. Donc, ils avaient à peu près 25 ans, ou 25 ou quelque chose comme ça. Ils venaient du même village au sud. Et ils se connaissaient et ils s'étaient jamais revus pendant les 5 ans de guerre, en fait. Et en fait, voilà, ils sont tous les deux comme ça, avec les mômes de 12 15 ans qui sont avec le drapeau blanc au bout d'un bout de bois. Et en fait, on a vraiment, pendant un petit instant, l'impression que la guerre est finie. C'était un petit peu ce qui se disait. Voilà, on va retourner vers une nouvelle vie du Cambodge et on est en paix, etc. Et en fait, il y a une illusion, là. J'ai senti quelque chose, c'était vraiment l'illusion totale d'avoir deux. On sait très pertinemment que le soldat gouvernemental n'a pas dû vivre très longtemps après cette rencontre. Et c'est fort probable aussi que le soldat Khmer Rouge a peut-être aussi eu la vie écourtée quand Monsieur Douche est passé par là. Voilà. Et en fait, voilà, donc c'était une photo qui me paraissait assez dramatique parce qu'en fait, au début, on a pensé que, bon, oui, ça allait se passer relativement bien. Il n'y avait pas, les combats s'étaient arrêtés et finalement, on n'avait pas de raison. Donc, ça aurait pu être un bain de sang, mais ça n'a pas été un bain de sang. Et donc voilà, on se sent tout de suite en confiance. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai marché sur Monivong et regardé un peu autour. Et à partir du moment où on est arrivé du côté de la cathédrale et du côté de la gare, en fait, il y a un convoi hein, qui s'est formé en fin de, de matinée. C'était, entre guillemets, pour nous, le combat de la victoire, hein, je ne sais pas, ou de la défaite. Je ne sais pas, en fait, sur les camions, il y avait des civils, il y avait des Khmers rouges, il y avait des gens de l'organisation, je n'ai pas le mot là, comment ça s'appelle? Monatio, qui était aussi parmi, qui était un peu, qui était même trop bien habillé, trop frais. Et donc, moi, j'ai décidé en fait de monter sur un camion parce que je pense que le point de vue était le plus intéressant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait tout Monivong
depuis le niveau comment dire, de la gare, en fait, jusqu'à presque Champ-Carmone, sur deux camions différents, en fait. Et ça, c'est devant la Patco, hein, en fait, où là, voilà, les gens, en fait, on se demande, c'est vraiment le défilé de la victoire, ou c'est qu'est-ce qui se passe? En fait, les gens ne sont pas en train de chanter quoi que ce soit, mais tout le monde regarde. Et en fait, sur les camions, là, dans celui-là, en l'occurrence, il y a des Khmers rouges, il y a des civils, euh, c'est un peu bizarre comme arrangement. Mais bon, les Khmers rouges, là, ils font partie du cortège, quoi. Et bon, j'allais dire aussi au niveau incident technique, moi, je fais les photos de la foule, etc., du camion. Et comme par chance, il y a quelqu'un qui met une main pour saluer, etc., qui font que voilà, j'ai une image, sinon je n'aurais pas eu d'image. Oui, merci beaucoup sur cette main qui donne une certaine dynamique à cette photo et qui montre un peu ces scènes de liesse qu'on a pu trouver au tout début du 17 avril. Et si on peut C'est pas passer... vraiment de liesse, mais enfin, il y a pas, on sent, moi je vois pas l'anxiété dans les gens qui sont sur le bord. Il y a pas, on n'a pas encore le sentiment d'anxiété, ça n'apparaît pas en fait. D'accord. Et si on peut passer à la deuxième photo, qui est cette fois-ci une photo de François Bizot. Il s'agit encore une fois d'une photo du début du 17 avril. Et donc François Bizot, si vous voulez bien la commenter, je vous laisse la parole. D'accord, oui. En fait, les premiers Khmers rouges, mais là, il faut mettre des guillemets, Khmers rouges entre guillemets, sont entrés dans la capitale par le nord. Et très précisément à 6 heures du matin. C'est-à-dire que ce qui s'est produit, c'est une sorte de mascarade. Devant l'ambassade de France, comme le disait Monsieur Neveu tout à l'heure, il y avait de très loin une petite, un petit regroupement de gens, euh, de soldats habillés avec des rangers en kaki, c'est-à-dire habillés en soldats, mais c'était presque un habillement qu'on ne voyait nulle part, sauf chez les gouvernementaux, tenant un drapeau blanc. Cela, un petit peu après, quand il faut savoir que la veille au soir, la veille du 17 avril, le nouveau vice-premier ministre, Hu Hong, un ancien gouverneur de Siem Reap, nommé pour remplacer Long Boret, avait annoncé à plusieurs reprises sur les ondes de Radio Phnom Penh la reddition de l'armée. Alors, quand on entend un ordre de reddition, quelles que soient les décisions des soldats, c'est une fois lancé, c'est trop tard. L'ordre est irrévocable. Les défenseurs de la ville de Phnom Penh, armés pour tenir des mois, avec plusieurs lignes de chars, euh, on ne pouvait pas rentrer dans Phnom Penh facilement sans énormément de pertes pour les attaquants. Eh bien, les défenseurs de la ville euh, ont été atteints à la source même de leur force, de leur combativité. Et tous ces soldats, en se désarmant, en décidant, en entendant l'ordre de reddition, ont perdu toute combativité. Et je m'en souviens très bien, le 17 avril, il était exactement 6 heures du matin, après une sorte de... Il y a eu deux, trois coups d'armes automatiques qui ont pris le boulevard Monivong en enfilade, à deux, trois reprises, dans le silence total, dans une ville éteinte. Et il était exactement 6 heures du matin,
quand moi j'étais en face de l'hôpital Calmette. D'ailleurs, c'est à peu près l'endroit où se trouve cette photo, mais j'en ai pris deux autres plus tôt où on voit à peine, c'est à peine visible. On voit ce petit groupe qui part de quasiment devant l'ambassade de France. Et dans un silence absolu, ces premiers Khmers rouges, entre guillemets toujours, sont entrés dans une ville silencieuse, dans des avenues vides. Le boulevard Monivong était totalement vide, d'ailleurs, comme vous pouvez le voir encore sur cette photo. C'est vide. Et donc, une fois arrivés à cet endroit-là, on les entendait. Il y avait, je ne sais plus si c'était un porte-voix ou en parlant très fort, euh, le- le- en passant devant l'école française d'Extrême-Orient, où moi je me tenais en faisant attention parce que je n'avais pas envie de recevoir une balle, il y avait eu cette espèce de rafale d'armes automatiques quelques minutes avant, un quart d'heure avant. Je les entendais appeler la foule euh, pour dire ne nous battons pas, euh, ce- en lançant des appels à la réconciliation. En fait, ce petit groupe que l'on voit sur la photo, euh, il s'agissait d'un coup monté, pour le moins hasardeux, mais d'une certaine manière particulièrement courageux. C'était mijoté par un certain euh, euh, une personne qui s'appelait Ket Dara, peut-être un militaire, je ne sais pas. Il est totalement inconnu. En tout cas, je pense que aujourd'hui, son nom il peut apparaître connu. Il était le fils du général Longnon, qui était le ministre de l'Intérieur, et le frère du maréchal Longnol. Euh, euh, et il était soi-disant le chef d'un mouvement que vous avez mentionné, monsieur Neveu, d'un mouvement qui s'appelait le Mouvement national, c'est-à-dire le Monatio. Il y avait environ plus ou moins 200 partisans. Et c'est donc eux qu'on voit, c'est un petit groupe de représentants de ce Monatio qu'on voit sur cette photo. Alors, l'idée, c'était d'arriver en premier, avant les Khmers rouges, de désarmer les gouvernementaux en se faisant passer pour des Khmers rouges, et en jouant sur le quiproquo pour tout bloquer et offrir ensuite la possibilité, dans une sorte de négociation, d'entrer dans Phnom Penh au Khmer Rouge sans combattre. En quelque sorte, de négocier avec eux une place dans un nouveau gouvernement qui serait mis en place conjointement avec les Khmer Rouges et avec eux-mêmes. Mais l'Esbrouf n'a pas fait long feu. Vers 10 heures du matin, peut-être un peu avant, les vrais Khmer Rouges sont arrivés dans la capitale. C'est la raison pour laquelle une partie des photos qui ont été prises, parmi les premières qui ont été prises, ne photographient pas des Khmers rouges, photographient des gens du Monatio, qui n'étaient pas d'ailleurs, plus ou moins, il y en avait un ou deux, je me souviens, j'en ai vu un ou deux, habillés en noir, comme les Khmers rouges. Il faut savoir que le costume noir des Khmers rouges, c'était pas du tout un noir de mort, c'était l'habit des paysans. Au Cambodge, le paysan était habillé en noir. Et donc, le krama, qui était aussi ce foulard à petits carreaux, qui est un attribut aussi de l'habit des paysans, était devenu l'uniforme national de la Révolution. Donc, les Khmers rouges sont entrés finalement dans la capitale par petits groupes, mais ça n'avait plus rien à voir. Là, on était devant des enfants, euh, des,
des bons garçons de la campagne à qui on n'a vraiment pas envie de faire de mal, qui étaient plus ou moins affublés, avec une arme plus grande et plus lourde qu'eux, pieds nus dans des chaussures au chiming, taillés dans les pneus de voiture. Et puis, et là, en entrant dans la capitale, alors je reviens avant l'arrivée de ces vrais Khmers rouges, les, les, les gens du Monasio criaient: on arrête là-bas la guerre, on ne se bat plus, on ne s'entretue plus, on fait un mouvement national, etc. Et ils ont été immédiatement suivis. Les gens sortaient des maisons, tout le monde, tous ces gens qui avaient peur des Khmers rouges se sont dit: mais non, c'est bien, c'est des bons Khmers rouges, c'est pas du tout ce qu'on nous a dit. Et tout le monde est arrivé avec eux, ça a fait une masse de gens qui criait, il y avait une sorte de liesse. Vous avez raison, c'est euh, parce qu'il y avait une confusion, plus personne n'y comprenait rien. Et l'ensemble des citadins en pleine confusion les accueillit aussi, les Khmers rouges, les vrais Khmers rouges, un petit peu sur la même lancée, dans le même enthousiasme. Mais alors, c'est là qu'on vit des militaires. Après ces premiers jeunes gens, en tout cas, il y avait aussi des Khmers rouges qui sont entrés par le sud de la ville. Là, moi, je ne les ai pas vus parce que c'était autre chose, par la route de Saïgon. Et là, donc, dans beaucoup d'endroits, on voyait des Khmers rouges fourbus, plus âgés, avec un chef qui marchait parallèlement à la file indienne, qui s'arrêtait pour reprendre haleine parmi les habitants sans plus trop savoir où aller parce qu'ils sont rentrés sans combattre et ils ne savaient plus où aller. Arrivés devant la gare, devant l'église, ils ne savaient plus où aller, ils s'arrêtaient là. J'imagine que Monsieur Neveu doit avoir un souvenir de ça aussi. Et donc, et là, on peut dire que tout a changé très vite. Il y a eu des longues colonnes de guerrilleros, euh, des vrais soldats habillés qui rigolaient pas et qui se sont infiltrés jusqu'au centre de la ville en rang, sérieusement, et par toutes les voies d'accès. Et Kedara et ses hommes ont été pratiquement liquidés sur le champ, je ne sais pas très bien où, on les a emmenés dans un endroit, et c'est là que l'ordre, après cela, que l'ordre d'évacuer Phnom Penh est arrivé. Et le désarmement des derniers soldats s'est exécuté pratiquement sans heurts. Et c'est pour ça que devant l'école française d'Extrême-Orient, il y a une photo d'ailleurs que j'ai prise en parlant avec ces jeunes Khmers rouges. Les filles de la maison leur ont donné des trucs à manger, puis ils avaient soif. Et il y a eu les soldats étaient priés de déposer leurs armes et de partir, de retourner dans leur village et dans leur maison. Et tout ça a abouti à une confusion énorme. Merci beaucoup et c'était absolument passionnant. Et en plus, ça fait le lien avec la troisième photo que j'avais sélectionnée et qui était de vous aussi, sur laquelle on voit un Khmer rouge, donc un membre du peuple ancien, aux côtés d'un membre du peuple nouveau, à savoir un Cambodgien qui habitait dans le Phnom Penh, dans la ville. Et donc, vous avez bien expliqué cette confusion qu'il y a eu au début, en tout cas, puisque les membres du Monasio ont donné une image plutôt bonne des Khmers rouges, avec cette impression que, il n'y aurait aucun bain de sang. Et donc ici, on voit des membres des deux peuples, selon la dichotomie établie par les Khmers rouges, qui sont côte à côte, les uns à côté des autres. Donc est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur cette photo? Oui, elle est prise justement pas loin du cimetière et à proximité de l'ambassade, sur cette place. Et ben là, il y a un seul Khmer rouge, hein.
il était confus. Tout le monde lui disait bonjour et c'est un jeune paysan hein, qui était probablement jamais venu à Phnom Penh. Et tout autour de lui, il y a des gamins de la ville. Et puis là, il y a un jeune homme en pantalon et chemise blanche qui était dans le coin. Et comme je faisais des photos, bah, il est venu un petit peu comme dans les mariages quand on fait une photo de la famille comme ça. Voilà, c'est tout. C'était comme vous dites, ça montre bien que il y avait une immense confusion. Merci. Et il y avait donc une troisième photo qu'on aurait beaucoup aimé montrer de François Bizot, mais puisque quand on vous a rencontré avec Anne-Laure Poré, vous l'aviez longuement commentée, mais cette photo, si vous souhaitez, je m'adresse aux personnes du public, si vous souhaitez la voir, elle se trouve dans le livret de l'exposition qui est en libre accès. Vous pouvez tout à fait en prendre. Et cette photo est donc commentée par François Bizot dans ce livret. La version Khmer du livret arrive très prochainement. Et donc on peut passer à la dernière photo qui est en fin de journée. Ici, certains reconnaissent peut-être ce qui est le portail de l'ambassade, l'ancien portail. Et donc cette fois-ci, c'est une photo de Roland Neveu. Et donc, Monsieur Neveu, la parole est à vous si vous avez quelque chose à dire sur cette photo. Merci. Alors, j'ai changé le script un petit peu. C'est bon, Allez-y, on peut le allez-y. faire. Et en fait, c'était pour aller dans le sens de Monsieur Bizot. Et en fait, là, c'est les vrais. Ils arrivent en file indienne. En fait, bon, c'est une de mes photos que j'ai fait un peu euh, après le croisement de Monivong et de Sihanouk. Maintenant, il y avait un lycée, en fait. Et là, ça redescend un petit peu. Et en fait, on commençait à les voir arriver. Je sais pas, c'est autour de midi, un truc autour de midi. En fait, vraiment, en plus, ils sentent mauvais. Hein, vraiment, ils ont vraiment traîné dans les marais au sud de Phnom Penh et tout ça. Et en fait, ils nous regardent, ouais, ils regardent, bon, voilà, sans avoir envie de nous tuer. C'est assez incroyable. On est encore dans ce limbo là. On est vraiment dans une situation, on sait pas. Voilà, le script a été changé et on ne savait pas en fait. Voilà. Et bon, quelques temps après, en fait, je vais en montrer une autre parce que on peut changer le script un petit peu. C'est juste pour C'est allonger, parfait. hein, voilà. Et donc c'est là où j'ai commencé à sentir en fait que les choses allaient changer un petit peu. Et ça, c'était un peu au niveau de Monivong et de Sihanouk maintenant, hein, le boulevard Sihanouk. Hein. Et en fait, là, il y a eu un attroupement, il y a eu des militaires qui sont passés en formation et qui allaient vers le stade olympique. On sait ce qui s'est passé après, mais sur le moment, voilà, ils étaient en formation sans armes et ils marchaient vraiment, ils encadrés avec quelques mérous, c'est tout. Peut-être, je sais pas, 50, 100, 70 soldats qui marchaient avec une main rouge et puis avec le sourire et tout. Donc, ça, c'est les photos que j'ai. Et, et en fait, après, je suis resté un bout de temps là. En fait, je n'avais pas de moyens de transport, c'était un peu compliqué. Et on a commencé à voir les armes que ça a commencé à faire le tas, etc. Et là, c'est un Khmer rouge. C'est pas le Monasio. Là, on est vraiment dans une situation, le mec, ils épient les gens qui sont autour, etc. Merci. Et donc, alors moi, ce qui s'est passé après, j'ai vu quelques mecs qui vraiment nous regardaient avec des yeux vraiment dur, etc. Et à un moment, donc il n'y avait pas beaucoup il y avait plus comment dire, il y avait quelques correspondants locaux au départ, il y avait quelques autres journalistes. Je me sentais un petit peu seul. Et là, j'ai décidé de rebrousser chemin et de retourner vers l'ambassade. C'était un peu loin, il n'y avait pas de voiture, pas de truc, c'était encore une bonne petite marche. Et en fait, quand je suis arrivé à l'ambassade, c'était alors, comme moi, j'avais passé une partie de la journée d'avant autour de l'ambassade, on me reconnaissait, on me laissait rentrer hein, sans problème. Mais bon, il y avait plein d'étrangers qui commençaient à s'agglutiner devant le portail. Et là, c'est la gestion par le service d'ordre de l'ambassade. Et on ne sait pas encore trop qu'est-ce qu'il faut faire, quoi. Hein. Et c'est un moment, donc moi j'ai une autre série de photos avec des gens de la Croix-Rouge, des gens des organisations nationales, des journalistes, etc., qui sont devant et en fait qu'on a laissé, qui sont rentrés par la suite. En fait. Mais moi j'étais déjà à l'intérieur
parce que je voulais mettre mes films à l'abri. Donc c'était aussi un des éléments, c'est qu'en ayant fait quelques rouleaux de films tout le long de mon Yvon, et puis en pensant avoir une illustration tout de même de la journée, c'est dit, j'avais pas envie de perdre ça. Et en fait, j'avais trouvé un endroit au consulat où je pouvais mettre mon sac avec mes films en attendant. Voilà. Et donc c'est là, en fait, c'est aussi pour dire, en fait, c'est depuis 2 jours, je ne mangeais pas. Les marchés étaient fermés, il y avait le, comment dire, donc c'était le Nouvel An, évidemment, tout est fermé. C'est essayer de, maintenant, on peut trouver des restaurants, quand c'est le Nouvel An, il n'y a pas trop de problèmes. Mais en 75, au Nouvel An, tout est fermé. Il y avait la loi martiale, il y avait, comment dire, le couvre-feu, etc. Et depuis l'avant-veille, en fait, je n'avais pas vraiment attrapé grand-chose des biscuits. Et donc là, je me sentais, fin de journée du 17, assez bas. Et en fait, j'avais pas vraiment envie de me remettre à marcher ou d'aller à la pêche et éventuellement de me faire voler mes appareils photo. Voilà. Et bon, en plus, la nuit tombait très tôt. Hein. On est, je sais pas, là, peut-être on est vers 5 heures de l'après-midi. Et puis, bon, ben, il faisait nuit à 6 heures, c'était noir. Donc, il n'y a plus de photos à faire. Hein. À l'époque, même avec de la Tri-X, après 5h30, tout est flou, quoi. Voilà. Euh, il y a pas mal. Enfin, bon, c'est vraiment. En fait, le statu quo a. Moi, je vais laisser, en fait. Vous êtes le spécialiste du portail, non? Quelque part, c'est vous qui devez parler du portail. Qu'est-ce qui se passe autour du portail? Parce que c'est vraiment une grande partie de l'histoire que vous avez décrite, quoi. Allez, Monsieur Bizot. Oui. Euh, la photo que vous avez prise de l'intérieur est particulièrement intéressante. Et le monsieur en short, là, c'était l'un des gendarmes. L'un des gendarmes, j'ai oublié, je crois que c'était Gouillon. Il s'appelait Gouillon, monsieur Gouillon. Euh, et le portail, ah, c'est pas rien quand même, parce que le portail, tout est parti de là. Hein. Euh, ce portail aussi fragile, de mauvaise qualité, comment c'était possible que un truc pareil soit une barrière infranchissable, une sorte de protection, malgré sa transparence, entre l'extérieur et l'intérieur. Là, à l'intérieur, on n'était pas tellement non plus protégé. Les gens avaient peur et c'était légitime. Mais à l'extérieur, c'était quand même pire. Et pour rentrer à l'ambassade, c'était devenu impossible, quoi. D'autant plus que les gens qui s'y trouvaient, et il y en avait plusieurs milliers, n'ont pas pu rester. Et, il était très difficile de donner pour le consul euh, Jean d'Irak de faire des passeports, de faux passeports, d'autant plus qu'il y avait quand même un contrôle qu'on imaginait allait être, qui serait à la hauteur des exigences et de cette espèce d'esprit catégorique des Khmers rouges. On imaginait qu'il y aurait une véritable contrôle des identités et faire un passeport français à un Khmer qui n'a jamais été en France, qui ne parle pas cambodgien, ou à une jeune femme qui serait l'épouse d'un Français, c'est compliqué. Et monsieur Dirac de l'époque, Jean Dirac, en a fait quelques-uns, je crois que c'était une cinquantaine, je me souviens plus finalement, mais c'était difficile d'en faire plus aussi. Et pour l'anecdote, enfin une anecdote tragique, euh, derrière ce portail vide, il y avait des permanences. Alors il fallait quelqu'un qui parle khmer. Alors donc il y avait le père Berger, il y avait d'autres euh, père qui parlait cambodgien, il y avait aussi d'autres personnes qui pouvaient parler cambodgien,
Et on faisait une permanence nuit et jour. Et à un moment donné, je me trouvais donc avec probablement l'un des deux gendarmes, peut-être celui que vous avez photographié, près du portail lorsqu'une Mercedes arrive. Il y avait à l'extérieur de l'ambassade, c'était encore plein de monde, de gens qui marchaient et qui partaient sur le kilomètre 6 vers le nord, le long du Mékong. Et euh, une Mercedes noire arrive. La porte s'ouvre, une jeune femme avec ses hauts talons, clac, 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 qui se dirige, le visage sur le portail, le visage épouvanté avec un bébé dans ses bras. Laissez-moi rentrer, ouvrez-moi s'il vous plaît, vite, vite. Et moi, bêtement, mais je lui dis, vous avez un passeport? Elle me dit non, elle ne comprenait même pas ma question. Comment peut-on poser une question comme celle-là à une jeune femme? Et oui, et puis elle dit, je suis Madame Longborette. Madame, et je me souviens encore de cet embarras. La consigne était claire. Le consul disait, on n'ouvre pas. On n'ouvre pas aux gens qui n'ont pas de passeport. Alors, c'était pas la décision de ne pas lui ouvrir, mais je lui posais la question quand même, avez-vous un passeport? Elle me dit non, non. Elle avait son bébé. Alors, sauvez au moins mon bébé. Et puis, elle a voulu nous lancer ce bébé au-dessus, par-dessus le portail. Et ça, ça fait partie des choses dont je ne me remettrai pas. Voyez-vous, devant cette jeune femme qui va lancer son bébé, je me souviens du gendarme qui était à côté de moi, qui a gonflé ses joues en fermant les yeux, et moi j'ai mis mes mains devant les yeux. Et puis finalement, j'ai entendu la porte de la Mercedes se refermer, elle est repartie, et cette jeune femme, avec son bébé, sont repartis dans la foule. Bon, il faut imaginer que euh, ça n'a pas duré longtemps, leur petit voyage en voiture. Ça fait partie des expériences qui m'ont marqué. Ouais, il y en a eu quelques-unes comme ça. Ouais. Quand on est pris dans un engrenage avec des espèces d'obligations, de règles, euh, en dehors de cette situation, on n'imagine pas, mais finalement, on fait comme tout le monde. Et maintenant, vous ne pouvez pas rentrer. Et puis quoi? Alors, évidemment, c'est épouvantable, mais c'est comme ça. Oh, juste pour ajouter un petit peu, vous probablement connaissez les photos, mais il y en a une autre, là, en fait, c'était, et juste pour vous dire, en fait, c'est quelque chose qui a été imprimé il y a 50 ans par l'agence Gamma, et c'est en fait de l'autre côté, de l'autre côté du portail, en fait, hein. C'est l'autre côté, donc c'était les gens, il y avait la Croix-Rouge, il y avait des journalistes, il y avait, on arrive, oh, pardon. Ah, j'ai encore essayé de changer le script un peu trop rapidement, un peu plus loin. Voilà, c'est flou. Et en fait, donc ça, c'est l'autre, c'est en fait devant le portail, en fait, hein, donc c'est devant. Donc les gens attendent pendant un petit moment, le temps que ça s'organise pour qu'on laisse rentrer. Là, c'est le 17 avril, c'est Ah ouais. probablement autour de midi, quoi, ou je ne sais Oh, pas, dans l'après-midi. on est déjà vers 4 heures d'après-midi, je crois. C'est ça, voilà, voilà, ouais, ouais. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous remercie grandement pour ces interventions qui étaient absolument passionnantes. Et donc, je propose maintenant d'ouvrir la parole à la salle et aussi au jardin, puisqu'on a le moyen de vous donner la parole. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon, s'il n'y a pas de questions, on va continuer à raconter des histoires. Voilà une question. Oui, j'ai plusieurs questions à poser.
euh, l'une à François Bizot, l'autre à Roland Neveu. Euh, donc, vous avez évoqué le père Berger, mais vous n'évoquez pas le père Panchaud. Vous évoquiez ceux qui pouvaient parler le Khmer. Donc, je crois que vous avez, Panchaud le dit dans ses mémoires, euh, euh, vous avez négocié avec les Khmers de l'extérieur pour apporter de la nourriture. Euh, donc, quel rôle vous avez joué dans ce domaine très pratique? Autre chose, alors qui est tout à fait une autre question, euh, vous avez été arrêté par Dutch en 1971 et votre livre remarquable, remarquablement écrit, surtout vous êtes écrivain, pourquoi avez-vous attendu l'an 2000 pour le publier? Parce que si euh, entre 71 et 75, on avait pu lire vos mémoires, on aurait compris qui étaient les Khmers rouges. En ce qui concerne euh, Roland Neveu, ma question est, euh, comme journaliste, pourquoi des journalistes, une fois que les premiers ont été tués par les Khmers rouges, pourquoi des journalistes ont continué à aller à l'extérieur de Phnom Penh alors que vous aviez environ 1 million de témoins qui ne cessaient pas d'arriver, qui, évidemment, au début, fuyaient en partie les bombardements américains, mais surtout le régime Khmer Rouge, qui était complètement en place, y compris avec toutes ces prisons. Pourquoi vous n'avez pas simplement interviewé à mesure qu'ils arrivaient tous les gens qui sont arrivés à Phnom Penh jusqu'au 17 avril pour qu'ils vous expliquent qu'est-ce que c'était que cette nouvelle société créée par les Khmer Rouges? Peut-être Monsieur Bizot, vous voulez commencer à répondre? D'accord. Euh, En fait, je suis allé à l'ambassade le 18 avril, parce que c'était plus tenable. Moi, j'étais le représentant de l'école française d'Extrême-Orient au Cambodge et la villa de l'école qui se trouvait, le centre de l'école qui se trouvait juste en face de Calmette, de l'hôpital Calmette, euh, était, euh, était devenu une sorte d'îlot. Plus personne, j'avais plus de voisins, plus rien. Et j'étais donc avec mon chien Avi, le premier de mes boxers que j'avais eu au Cambodge. Et il a aboyé toute la nuit. On entendait les gens marcher, c'était devenu quelque chose d'extraordinaire. Il y avait une présence humaine fantastique dans les rues. C'était cet exode des gens qui continuaient à marcher pendant la nuit, à quitter Phnom Penh pendant la nuit. Et devant le portail devant la porte de l'entrée de l'école française d'Extrême-Orient, il y avait un mort, un cadavre égorgé qui bloquait la porte. D'ailleurs, c'est précisément j'avais téléphoné à l'ambassade pour dire qu'il y avait un mort devant. Enfin, moi, je pensais que c'était un mort, il n'était pas mort, mais il bougeait plus. Il avait reçu un coup de couteau, je pense, dans la gorge. Et donc, ils sont venus le chercher. Et il a été opéré par les médecins, par Picard et les médecins de l'hôpital, sans pouvoir le sauver. Et donc, je suis parti le 18. Et quand je suis arrivé, le 18 dans l'après-midi, si j'ai bonne mémoire, c'était à peu près au même moment qu'arrivait la première délégation de Khmer Rouge pour parler avec l'ambassadeur ou avec la personne qui représentait, qui était en responsabilité de ce qu'était devenu l'ambassade de France, c'est-à-dire un grand camp de réfugiés, un camp international de réfugiés, où on y trouvait
de plus en plus des, des consuls de Belgique, consuls d'ailleurs. Il y avait le docteur Ripoll aussi, il y avait le, le, celui qui organisait l'école du lycée Calmette, enfin voilà. Euh, et, et au milieu de tout ça, quand je suis arrivé, il y avait déjà un attroupement où les Khmers rouges, les quatre ou cinq personnes qui parlaient au nom de l'ANCA, l'organisation donc révolutionnaire, étaient en pourparlers. Et il y avait Rémy, qui était un des grands planteurs des terres rouges à l'époque. Et puis, il y avait le consul, il y avait d'autres personnes aussi. Il y avait quelqu'un d'autre qui parlait très bien le khmer, beaucoup mieux que moi, dont j'ai oublié le nom. Il était, je crois, pasteur protestant. Et, euh, et voilà, donc il y avait une discussion et à un moment donné, le consul dit, donne fait savoir à ses interlocuteurs ce qu'ils demandent. Alors donc, que jamais un Khmer rouge n'entre armé, que les Khmer rouges peuvent rentrer dans l'ambassade, mais sans leurs armes. D'ailleurs, ils étaient venus, si j'ai bonne mémoire, sans leurs armes, ou peut-être avec un revolver, mais ce n'était pas du tout une troupe armée qui est rentrée dans l'ambassade. Et puis, ils demandent aussi un peu de nourriture, de l'eau fraîche. Il n'y avait pas d'eau, euh, et puis rien à manger. Donc, c'était devenu ça le problème. Et pour dire ça, le consul, très modestement, dit je voudrais, on vous demande de la nourriture, mais peu importe si c'est du poisson sec ou pas. N'importe quoi, du riz et du poisson sec suffiront. Et l'excellent interprète qui parlait aux Khmer rouges, qui faisait le lien avec les Khmer rouges, euh, traduit par de Treignet, il dit Antoine, c'est-à-dire une sorte de saumon fumé, quoi. Alors, les Khmers rouges ont été, ont marqué le coup un peu. C'est un peu comme si les Français demandaient du saumon fumé. C'est un poisson qui était recherché, qui était cher. Voilà. Et instinctivement, j'ai dit, je dis, c'est pas Antoine, c'est Tréniette. Et les Khmers rouges se sont tournés vers moi. Et puis, comme j'avais quand même eu la malchance de connaître un peu leur vocabulaire, parce que les Khmers rouges avaient un Khmer qui n'était pas celui des différentes provinces du Cambodge. C'était surtout celui de la région sud-ouest, de la région nord-ouest, pardon. Et donc, Remy et le consul me disent, me disent de parler avec les Khmers rouges. Et finalement, les choses s'est mises en place. Et j'ai été, après les Khmers rouges ne s'adressaient directement à moi. J'étais un peu embarrassé parce que j'étais arrivé au milieu de tout ça. Et finalement, il a été décidé entre le consul et les Khmers rouges qu'il y aurait quelqu'un qui ferait la navette entre l'ambassade de Corée, qui était juste en face de l'ambassade de France. Les locaux étaient vides et les Khmers rouges se sont installés là. Et donc, j'étais celui qui était autorisé à traverser le boulevard pour faire passer les demandes du consul français, de Jean d'Irak, aux Khmers rouges et la réponse des Khmers rouges de Niem. Niem, c'était celui qui était le responsable de la sécurité des habitants de Phnom Penh. C'était le titre qu'il avait chez les Khmers rouges.
Et donc, j'ai été amené ensuite à avoir le droit, en demandant l'autorisation, de sortir et d'aller en ville pour trouver à manger. Donc, je sortais souvent avec une des jeeps qui était de l'école française d'Extrême-Orient, qui était à 2 pas, et je ramenais des sacs de riz, voilà. Et c'est comme ça que j'ai été amené à devenir l'interprète. Je me souviens plus de l'autre question, c'était quoi? La seconde question, c'était de savoir pourquoi est-ce que vous aviez attendu l'an 2000 pour publier votre... Ah, ah ben, je peux vous dire que si j'avais écrit le livre, si j'avais tenté d'écrire un livre à la sortie de ma détention chez les Khmers rouges, ça n'aurait pas été la même chose. En fait, c'est le recul face aux expériences qui permet d'en parler. Quand vous vivez quelque chose, c'est une autre affaire. C'est un métier de journaliste. C'est un métier particulier de voir, d'écrire sur ce que l'on voit d'un événement sans le vivre en quelque sorte, en étant extérieur à cet événement ou en étant un élément rapporté, plaqué par-dessus la situation. Euh, le seul intérêt de ce livre, c'est peut-être le recul sur moi-même, le recul sur les événements historiques, c'est sur l'histoire. Je pense que je ne sais pas si j'ai répondu correctement. Si, si, je pense que votre réponse était très intéressante. Et Monsieur Neveu? Je pense que je pourrais dire si vous aviez écrit le livre en sortant de la brousse, c'est aussi probable que vous n'aurez pas cru, parce qu'il faut pas. Hein, les médias à l'époque étaient tout de même bien encensés dans le sens d'accepter la. C'était en mode révolutionnaire, il ne faut pas oublier ça non plus hein, dans les années 70. Et même quand vous me demandez en fait les histoires des gens qui venaient de la campagne, je sais dès 73, je suis allé souvent dans le Cambodana. Vous savez, l'hôtel Cambodana qui était un camp de réfugiés en fait. Dès les années 70, en fait. Je suis allé assez souvent et c'était géré par les organisations internationales. Alors pourquoi les organisations internationales n'ont pas fait aussi une partie de ce travail, d'interviewer les gens qui venaient se réfugier à Phnom Penh et de dire au monde, ben voilà ce qui se passe dans les villages. Donc, OK, moi, je n'étais pas journaliste, je n'avais pas la formation d'écrivain, j'étais un visualiste, comme on pourrait dire maintenant. Mais quelque part aussi, il y a eu un grand vide hein, des témoignages des journalistes, des organisations internationales pour éventuellement dénoncer. Et comme je disais avant, ce qui s'est passé, c'est que tout ce qui était dénoncé en Khmer Rouge était brandi comme de la propagande de la CIA. Donc on se retrouve avec des pays occidentaux, tout le monde, voilà, c'est la révolution, c'est bon. Et même en Amérique, hein, l'Amérique a été défaite pas par les Sud-Vietnamiens ou les autres, tout ça a été défaite par elle-même, par l'Amérique, hein, par les Américains. C'est ça, c'est par les médias. Donc, quelque part, avec du recul, c'est bien de regarder, c'est bien de se repositionner avec ce qui se passe maintenant aussi, juste entre parenthèses. Mais donc voilà, on s'est trompé, mais moi, franchement, à 24 ans, j'ai été trompé. Hein. Moi, ma perception, c'est que j'ai été trompé par les intellectuels, par les gens qui essayaient de nous vendre le bon côté de la révolution ultra-maoïste. Et donc, on pouvait éventuellement y croire. Hein. Quand on a une vingtaine de 20 ans, on peut croire à ce genre de truc. Mais bon, éventuellement, ici, ça a été très, très dangereux d'y avoir cru. Oui, c'est exact. C'est exact. De toute façon, Phnom Penh a toujours été coupé de la campagne. On pourrait dire qu'il y avait sur plusieurs plans, et en particulier le plan religieux,
un pays, le pays Khmer, et Phnom Penh, qui était une métropole fantastique avec de commerce bigarré de toutes les tendances, etc. Beaucoup de Chinois, beaucoup c'était une ville fantastique, Phnom Penh. Mais c'était un Cambodge. C'était particulier par rapport aux villages du Cambodge, qui sont des villages qui étaient des villages retirés, fermés. Euh, on n'entrait pas dans un village facilement. Non pas que c'était interdit, les gens étaient restés souriants, mais comme vous l'avez écrit, derrière le sourire khmer, et Charles Meyer avait déjà signalé ce derrière le sourire khmer. Eh bien, derrière le sourire khmer, il y avait un recul qui n'avait ce sourire n'avait rien à voir avec celui du Vietnam. En fait, dans beaucoup de pays d'Asie, du Sud-Est en tout cas, le sourire, c'est un plaquage de défense, c'est un plaquage d'interrogation, de politesse, de protection. Et au Cambodge, on n'entrait pas facilement dans un village pour s'y installer. On montait pas on pouvait le traverser, mais on ne pouvait pas monter dans une maison. Et donc, d'une manière générale, quand moi j'allais à Phnom Penh, c'était pas du tout la même langue. J'exagère évidemment, c'était du khmer, mais l'accent était très différent. Les mots employés n'étaient pas tout à fait les mêmes, etc. Et j'étais un peu comme le paysan qui va à la ville, mais c'était pas, c'est dans beaucoup d'endroits du monde, c'était comme ça dans la plupart des pays, les campagnes et la ville. Et donc, ce que je voyais, moi, des paysans et du danger des Khmers rouges, c'était pas du tout vu comme perçu comme cela et il y avait pratiquement aucun accord entre ce qui était dit à Phnom Penh et ce qui pouvait être vécu en dehors de Phnom Penh. Euh, et ça, c'était une particularité très forte. C'est d'ailleurs probablement une des raisons pour lesquelles quand je me suis retrouvé dans ce camp avec Douit des Khmers rouges en 71, en octobre 71, je parlais un, un Khmer de paysan. D'une certaine manière, ça a pu m'aider d'avoir une possibilité de m'exprimer en khmer. S'il avait fallu que je parle en français avec les Khmers rouges, je ne sais pas comment les choses se seraient passées. Et encore une fois, pourquoi je n'ai pas écrit euh, tout de suite sur les Khmers rouges? Je ne savais pas d'ailleurs que j'écrirais jamais sur les Khmers rouges. Quand je suis sorti du camp de M13 dans la forêt d'Omliang, euh, je peux vous dire que ça a été un des plus beaux jours de ma vie. Respirer cette liberté. Et l'idée d'écrire un bouquin, c'était vraiment pas dans une perspective que j'avais. Et voilà. Et si j'avais écrit à ce moment-là, d'ailleurs, j'avais pas spécialement envie d'en parler. Et puis, j'ai les quelques collègues et amis que j'ai tout de suite rencontrés m'ont pas spécialement posé de questions. On a dû en parler, mais bon, on parle comme on peut parler d'un accident. Et puis voilà. Et puis, la chance que j'ai eue, c'est que moi, je voulais rester au Cambodge. J'avais peur, j'avais qu'une peur, c'est que l'école française d'Extrême-Orient, le directeur de l'école me demande de rentrer en France. Et c'est pas ce qui s'est passé et je l'en remercie encore. Voilà. S'il n'y avait pas eu la guerre, je serais encore au Cambodge. C'était un pays exceptionnel. Et les, les Khmers rouges ont
terminé un univers qui n'existe plus, celui du Cambodge. Euh, le protectorat français n'a pratiquement pas modifié les structures du pays. En revanche, les Khmers rouges ont, ont fait quelque chose d'incroyable, quoi. Ils ont vraiment terminé, mis fin au Cambodge. Pour un autre Cambodge, aujourd'hui, qui revit, bien entendu. De toute façon, l'histoire, elle est faite de moments comme ceux-là. Mais ça a été quelque chose de particulièrement douloureux. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un dans la salle a une question? Bonsoir, j'ai une question pour Monsieur Bizot, justement. Est-ce que, après après la guerre, est-ce que vous avez essayé de venir vous réinstaller au Cambodge et est-ce que, justement, cette expérience de ce nouveau Cambodge, comme vous le dites, vous a déçu et donc vous êtes reparti? Ou est-ce que vous n'avez jamais voulu vous réinstaller ici? Euh, voilà, qu'est-ce qu'il en est? Oui, je vais vous dire, euh, c'est compliqué. Euh, à partir d'un certain moment de la vie, quand je suis retourné avec mon petit-fils à Angkor en 2006 ou en 2008, je ne sais plus, ou peut-être en 2009, au moment du procès des Khmers rouges. Euh, eh bien, je ne, mes yeux ne voient plus ce que je regarde. Euh, c'est une des particularités de l'âge. Quand on retourne quelque part, qu'on a bien, dans un endroit qu'on a connu, qu'on a aimé, euh, euh, la vie fait que cet endroit-là, il s'est modifié avec le temps. Tout se modifie, tout change. Et quand on y retourne, ce qu'on regarde, ce qu'on voit, c'est ce qu'on a vu au même endroit. Dans le boulevard Monivong, si je me balade, quand je me suis baladé dans le boulevard Monivong, je ne voyais pas les mêmes trottoirs et les mêmes personnes que celles qui s'y trouvaient, mais j'y retrouvais que des sortes de fantômes. Les yeux ne sont pas faits pour retourner dans le passé. Et j'aurais été heureux, dans le principe, de revivre, de terminer ma vie au Cambodge, mais ça ne se fait pas comme ça, c'est pas si simple. Il y a des espèces de barrières, on recherche bêtement, on regarde bêtement ce qu'on a vu et qu'on ne voit plus. Une question à vous poser, Monsieur Bizot. Par rapport au passé, justement, lorsque vous êtes revenu au Cambodge, il me semble que vous avez joué un rôle là, dans l'établissement où nous sommes, l'Institut français maintenant, ça s'appelait l'Alliance française en 1989. C'est Jean-Claude Pomondi, je crois, qui m'avait dit que vous aviez servi d'interprète à Hun Sen, donc, quand il y avait eu l'inauguration de cette Alliance française. C'est bien. Ah oui, ah oui, 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 effectivement. Euh, Hun Sen, était un jeune homme brillant. Il a fait deux, trois discours en khmer qui étaient. Il manie la langue d'une manière fascinante. Ouais. Je me souviens de ça. Et effectivement, ben, à cette époque-là, il n'y avait pas de. Moi, je suis retourné au Cambodge en 88. J'aurais voulu retourner au Cambodge tout de suite. D'ailleurs, assez innocemment, j'avais demandé euh, au cours du dîner qui avait précédé ma libération au mois le soir de Noël 1971. Je m'étais retrouvé à une table, il y avait des Khmers rouges, il y avait
Tamok, il y avait bon, les responsables. Et après, on m'a posé la question, avez-vous un souhait? Et j'ai dit, oui, j'ai un souhait, c'est de pouvoir continuer à faire mes recherches sur le bouddhisme khmer quand la guerre sera finie. Et on m'a dit, d'accord, entendu, c'est promis. Malheureusement, ça s'est pas passé comme ça. Et je pense que euh, je serais encore au Cambodge aujourd'hui s'il n'y avait pas eu cette coupure. Mais bon, maintenant, voyez-vous, les choses évoluent différemment, hein. J'ai une petite question à vous deux. Je voudrais revenir sur la période que vous avez vécue à l'intérieur de l'ambassade, parce que c'était une période hors du temps. Vous avez été témoin de moments qui sont incroyables. Et je pense des choses, beaucoup de choses malheureuses, mais aussi des choses heureuses. Et je voulais vous poser à tous les deux euh, la question de savoir quel est, pendant cette période, c'était 2, 3 semaines, je crois, quel est l'événement qui vous a l'un et l'autre le plus marqué pendant cette période à l'intérieur de l'ambassade? Je pense que, Allez-y, monsieur Neveu. oui, je pense que M. Bizot a beaucoup plus de choses à raconter là-dessus. Il n'y a pas. euh, euh, j'ai pas en fait j'ai pas fixé dans ma mémoire un événement particulier en fait. Il y a pas, il s'est passé des choses. Évidemment, les gens qui sont partis, le peu de nourriture qu'on avait, on faisait qu'un repas par jour qu'on cuisait nous-mêmes, etc. Mais en fait, il y a rien s'est fixé dans ma mémoire d'une façon particulière. Si le jour du départ, en fait, le jour du départ dans les camions, quand on est monté dans les camions à 5h30, 6h du matin, on a senti que voilà, on quittait le Cambodge pour très longtemps. C'est la seule chose que moi j'ai dans ma tête, en fait. Et M. Museau a certainement plus. Ouais, je n'ai pas vécu ça comme un événement historique, j'ai vécu ça comme un événement, je l'ai vécu, quoi. Et donc, j'ai toujours l'habitude, mais déjà à cette époque-là, je notais pratiquement, j'avais un petit carnet journalier. Et pendant toute cette période de l'ambassade de France, j'ai rien noté. C'est vrai que euh, je retiens de ça, c'est une expérience assez étonnante par rapport à soi-même. En dehors des deux, trois exemples comme celui que j'ai cité de Madame Longue-Borette et de son bébé, qui ça c'est même pas marquant, c'est quelque chose qui vous fusille. Mais je crois quand même que ça serait peut-être quand je me retrouvais seul en jeep dans Phnom Penh et que j'allais dans les adresses qu'on me disait, tu vas à tel endroit, tu verras, si tu peux, tu rentres dans la petite cour, à droite, il y a un endroit où il y avait 5 ou 6 sacs de riz. Voilà, alors donc je faisais ça. Et, euh, et donc, je me suis baladé dans les rues de Phnom Penh, vide, sans rien, sans personne. De temps en temps, euh, un petit groupe de 3 jeunes Khmers rouges qui étaient censés porter l'alerte ou éventuellement s'il y avait quelque chose qui s'était produit. Et puis, comme ils étaient au courant que je pouvais me déplacer, donc je me déplaçais comme ça. Et là, j'avais quand même le sentiment fantastique quand je suis passé devant la Banque du Cambodge. Il y avait eu des explosions, tous les bâtiments avaient des sacs de sable, on ne pouvait rentrer que par des chicanes de sacs de sable. Et là, la Jeep, en passant, soulevait des billets de 500 riels qui, à l'époque, représentaient, c'était quand même une valeur de 100 euros, quoi, plus ou moins, je ne sais pas.
Mais enfin, c'était de l'argent. Et ça volait, ça partait dans tous les sens. Personne s'arrêtait pour le prendre. D'ailleurs, il n'y avait personne. Et j'étais donc seul, être seul avec soi-même dans un monde qui s'est vidé, c'est une expérience difficile à, à reproduire. C'est quelque chose que tout le monde ne peut pas vivre. Et c'est que c'est un choc inattendu et c'est un choc, je crois, personnel. Quand on est dans une ville seule, on est seul avec soi-même. Oui, vous venez d'évoquer la Banque nationale. Vous dites qu'il y avait des sacs devant, qu'il y avait des billets qui étaient par terre. Mais est-ce qu'elle était explosée ou pas? Parce que l'histoire nous dit que les Khmers rouges, quand ils sont rentrés dans Phnom Penh, ont fait sauter la Banque nationale. Personnellement, je ne le croyais pas. J'ai pensé que c'était les Vietnamiens, quand ils sont rentrés le 7 janvier 69, pour faire une mise en scène, pour montrer que les Khmers rouges méprisaient l'argent et euh, ont donc fait sauter la Banque nationale. Ça, c'est ma première question. Euh, l'autre question, c'est euh, parmi les événements qui sont arrivés pendant ces 15 jours, il y a eu le départ forcé des Cambodgiens et le départ forcé des minorités ethniques, des montagnards de Phulro, d'une part, et d'autre part, il y a un certain nombre de hauts personnages du Cambodge, dont surtout le prince Sisovat Moniret, qui n'a pas eu le droit de rentrer. Avez-vous vécu ces événements? Oui. Alors, la première question, euh, je ne savais pas ça, mais je pense que on peut, en tout cas, il y avait une fortune de billets de 500 euros, de 500 réels sur le boulevard. Alors probablement que pour que les billets se partent comme ça, c'est qu'il y avait eu peut-être une explosion. Mais quoi qu'il en soit, c'était pas un problème parce que les Khmers rouges ont supprimé l'argent. Alors il n'y avait pas de billets. Donc euh, ceux qui auraient pu éventuellement faire des provisions, ça n'aurait servi à rien. Mais encore une fois, là, j'étais seul. Et par rapport à la seconde question, euh, excusez-moi, rappelez-moi la seconde question en deux mots. Pardon, c'est le débat forcé. Oui, oui, c'est ça, bien sûr, oui, oui, Et bien d'autre sûr. part, l'interdiction à Sisovat Moniret de rentrer Oui. dans l'ambassade. Quand j'ai raconté cette histoire de Madame Longue-Borette, j'aurais pu aussi raconter celle de ce monsieur qui est venu. J'étais au portail quand ça s'est présenté. Il est venu, il était habillé correctement. Euh, on voyait bien que c'était un monsieur qui se distinguait de la foule des gens qui marchaient autour de lui et derrière lui. Et il est venu, et je crois me rappeler qu'il avait la Légion d'honneur, c'était sur sa veste. Et il est venu et il s'est présenté, je suis le prince Moniret, est-ce que je peux rentrer? Alors, je lui ai dit bonjour, Excellence, etc. Et puis, je lui ai dit, est-ce que vous avez un, un passeport? Et il a dit, bien entendu que non. Alors, j'ai dit, je ne sais plus ce que j'ai dit, mais je lui ai fait savoir que c'était compliqué, que je crois que je suis allé en parler au consul. J'ai noté ça dans le portail. Et le consul m'a dit, ben non, pas de passeport, on rentre pas. Et je suis revenu et je lui ai fait savoir que c'était compliqué de pouvoir le faire rentrer. Ça ne servirait pas à grand-chose de toute façon, parce que s'il n'a pas de passeport, s'il a pas de passeport, il ne pourra pas sortir du pays, ou je ne sais pas, enfin en tout cas de l'ambassade.
Et, et il m'a regardé, il a fait un petit signe de la tête et il a dit je vous remercie. Et il est parti. Et là, je peux vous dire que moi, je me suis retrouvé de l'autre côté du portail et j'étais bien mal. Bien mal, oui. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait intervenir? Ah, Oui, je voudrais dire juste un ou deux mots sur Sisavat Monirette et ses liens avec la France. C'est François Baudouin qui avait été résident supérieur en France, au Cambodge, pardon, de 1914 à 1927, donc pendant très longtemps, qui s'était chargé de l'éducation des deux fils aînés du roi Monivong, euh, Moniret et Monipong. Lui-même était originaire de Nice. Il les a fait donc venir dès l'âge de 11-12 ans pour être dans des lycées, euh, dans un lycée privé à Nice. Et ensuite, les deux frères ont fait l'un l'école Saint-Cyr, puisqu'il devait être le roi. Euh, on a toujours pensé, et encore on le pense aujourd'hui, que meilleure formation pour un futur roi. C'est ce qui se passe en Angleterre aussi, euh, Saint-Cyr. Et l'autre, c'était l'autre école militaire, son nom m'échappe. Euh, Monirette avait été volontaire pendant la guerre, la drôle de guerre 39-40. C'était donc avant la mort de leur père. Et pour le remercier, la France de Pétain, c'est la France de Pétain, le maréchal Pétain et le gouverneur de Hanoï, qui a écarté Monirette parce qu'il était pour l'indépendance. Comme toute l'élite euh, du Cambodge était en 1940-41 pour l'indépendance parce que la France avait perdu tout son prestige. On avait été vaincu par les Allemands, par les Japonais et par les Thaïlandais. merci beaucoup. Oui, c'est tragique. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans la partie du public. Mes collègues me confirment que non, je crois. Est-ce que on peut vous laisser la parole, peut-être, Monsieur Bizot, et ainsi que Roland, pour conclure peut-être cet échange aujourd'hui avec le public? Est-ce qu'il y a un message que vous souhaiteriez partager? Est-ce que quelque chose vous souhaitez nous dire? À vous, monsieur Neveu. Volontiers. Je vais vous laisser finir et on va aller jusqu'à minuit, hein. En fait, il y a une chose que je voudrais dire qui est tout de même assez importante, c'est que on est 50 ans après les événements, et donc on a connu les événements à une époque de notre vie où on n'a pas du tout la même notion de ce qu'est la vie, le Cambodge, etc., avant. Et en fait, maintenant, quand on parle, en fait, on parle avec beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus de choses qu'on a appris, et c'est très difficile, souvent, en fait, d'essayer d'expliquer des choses relativement simples qui arrivent à l'heure, au jour le jour, d'instant en instant, quand on ne connaît pas le futur, en fait, hein. Et on n'avait pas la même notion du passé à l'époque. Maintenant, on ne doit pas être pardon pour le mot, côte une côte, ignare, hein, sur tout ce qui se passe, parce qu'on a tout de même tous les outils sous la main. Quand je vous disais au départ que, avant de venir ici, le premier bouquin, c'était le Que sais-je, hein. Ça aussi, ça reflète une autre époque. On n'avait pas, pour savoir quelque chose, il fallait aller à la bibliothèque, hein. Et on est dans un monde qui est complètement différent. On veut savoir quelque chose avec, en quelques secondes, on peut retrouver tout ce qu'on ne peut même pas imaginer sur Internet, en fait. Donc, c'est difficile pour beaucoup de gens de se replacer dans un contexte qui est totalement différent, le contexte de vie
contexte de connaissance, contexte d'appréciation de la réalité. Et évidemment, l'âge, hein, à 24 ans, 25 ans, on n'a pas du tout la même vision de toutes les choses que je peux avoir maintenant. Moi, j'ai fait un travail de mémoire, en fait, avec mes images, surtout, parce que, bon, je suis photographe. Et en fait, c'est ce qui m'a aidé à reconstruire, en fait, tous les éléments. Je pense pas que je me serais rappelé de tout ce qui s'est passé à l'époque si je n'avais pas pu relire mes photographies, en fait. Et donc, c'est ça qu'il faut vous aussi imaginer quelque part, c'est qu'on est dans un contexte qui est trop différent, tellement différent en fait. Et en parlant, on essaie de retraduire un petit peu des choses qui sont arrivées il y a 50 ans, c'est pas évident, quoi. Merci. Merci. Voilà. Eh bien, euh, on va s'arrêter là parce que moi, je n'ai rien à rajouter. Faire ça tout de même, on se retrouve. Merci. Merci infiniment, Monsieur Bizot, Monsieur Neveu, Grégoire Duplanil, merci beaucoup. Merci au public aussi d'avoir répondu présent ce soir à cette programmation de l'Institut français. Et permettez-moi de vous inviter très chaleureusement à aller faire un petit tour dans la meilleure librairie francophone du Cambodge, qui se trouve ici même au rez-de-chaussée. Nous y vendons eh bien, les recueils, les ouvrages de Roland Neveu, de François Bizot. Et Roland sera très heureux de pouvoir vous les dédicacer. Et puis, ce sera pour une autre fois avec Monsieur Bizot, n'en doute pas. Merci encore une fois. Et on vous souhaite une très bonne journée en France. Merci, Monsieur Bizot. Merci, Monsieur Roland Peu. Merci. Merci à vous. Tout le plaisir pour nous ici. Et merci à Soda, notre traductrice interprète, qui a enchaîné 2 heures de traduction. Merci infiniment.